Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on aborde un thème qui va intéresser ou qui a intéressé du moins tous les vidéastes et les photographes parce qu'on va parler aujourd'hui de matériel. Donc sujet très sensible mais néanmoins très important. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager pour moi ce qui faisait le starter pack du vidéaste. Donc autrement dit, tout le matériel, tous les petits outils, tous les petits trucs que vous allez devoir avoir dans votre sac pour vous lancer et vivre de la vidéo. Donc avant toute chose, je vais vous partager un maximum d'informations, mais ça risque de faire peut-être beaucoup. Donc pour ça, je vous ai créé une fiche récapitulative que vous pouvez télécharger juste en dessous. En fait, c'est une mind map qui va vraiment tout récapituler, tout ce que je vais dire là. Donc voilà, vous pouvez récupérer ça facilement juste en mettant votre adresse mail et vous avez tout le contenu de ce podcast sur une jolie mind map. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Et si ça vous intéresse, je partage pas mal de posts sur LinkedIn, donc le lien est juste en dessous. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur LinkedIn, me demander en contact ou me suivre et à regarder. Voilà, je poste plusieurs posts par semaine. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé parce que au début, le matériel, c'est une question qui prend peut-être pas la majeure partie de votre attention, mais c'est un point qui vous pose beaucoup de problèmes, qui vous pose beaucoup de questions parce que en fait aujourd'hui, sur le marché, on a tellement de possibilités, on a tellement de matériel, on a tellement de spécificités qu'en fait on se perd un peu dans tout ça. Et forcément, on ne sait pas trop de quoi on a besoin au début. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous faire un petit guide pour moi, vraiment le starter pack du vidéaste. Donc en fait, par rapport à l'achat de matériel, pour moi, il y a plusieurs écoles. Pour moi, il y en a 4. En fait, la première, ça va être de vouloir tout acheter au début. Donc admettons que vous avez déjà un petit peu de sous de côté, un petit peu d'argent de côté, et que vous avez envie d'investir dès le début pour ne pas avoir de problème par la suite et être sûr que vous avez tout clé en main et que si jamais il y a un client qui vient vers vous pour vous dire limite est-ce que tu peux tourner une vidéo pour moi aujourd'hui, vous avez tout. Donc ça c'est la première possibilité, mais qui nécessite quand même d'avoir déjà suffisamment d'argent à investir dedans, alors même que vous n'avez pas forcément encaissé d'argent jusqu'à maintenant, donc ce qui peut être un petit peu compliqué. Et il y a plusieurs risques aussi que vous verrez par la suite, que je vais détailler. Donc la deuxième école, c'est d'acheter au fur et à mesure, donc de commencer vraiment avec le strict minimum, un petit peu ce qu'on va dire aujourd'hui, et d'acheter au fur et à mesure, au besoin, en fonction de chaque problématique que vous avez rencontrée, en fonction de chaque idée que vous avez, de vous dire peut-être que pour faire cette vidéo, ça pourrait être cool qu'il y ait des plans qui soient plutôt dynamiques, donc ça serait bien d'avoir cet outil. Donc d'acheter vraiment au fur et à mesure. La troisième école, ça va être d'investir directement dans du matériel haut de gamme en se disant j'ai déjà un petit peu d'argent de côté, je vais faire le choix d'investir tout de suite dans des caméras professionnelles à plusieurs milliers d'euros pour être sûr de pouvoir la garder le plus longtemps possible et de ne pas avoir à me repencher dessus ou d'avoir à investir un petit peu au fur et à mesure et donc de perdre du temps. Et ensuite la troisième école, ça va être de commencer avec du matériel plutôt alors je vais pas dire bas de gamme, mais plutôt milieu de gamme, et d'évoluer un petit peu en fonction de ce que vous allez gagner aussi et en fonction de ce que vous allez vouloir investir dans votre projet entrepreneurial et d'évoluer vraiment graduellement. Donc si tu veux connaître ma recommandation et mon avis un petit peu sur tout ça, je t'invite à rester toute la vidéo et en fait je donnerai en conclusion d'après moi quelle est la meilleure méthode à utiliser, quelle est la meilleure stratégie à adopter par rapport au matériel. Donc avant de commencer avec le premier objet du starter pack, en fait ce qui va être hyper important, c'est de te définir un budget, de te dire aujourd'hui j'ai tant de côté que je peux investir, où ça va être forcément un investissement de ma part, donc où ça va pas forcément être facile à sortir, mais où c'est pas de l'argent que j'ai besoin dans ma vie de tous les jours en fait, de l'argent que je suis prêt à investir dans mon projet, que ça marche ou que ça marche pas. Donc d'une certaine manière, de l'argent que vous êtes prêt à perdre, même si l'avantage est qu'en achetant du matériel,
globalement, vous allez pouvoir le revendre derrière, donc soit réussir à limiter un petit peu la casse financière, ou alors à réussir à revendre au même prix. Mais bon, ça reste l'avantage quand même. Donc de vous fixer déjà une fourchette un petit peu globale de ce que vous avez envie pour ne pas vous égarer. Et surtout, réussir à investir votre argent intelligemment. Parce que, évidemment, si vous avez, admettons, je dis un chiffre au pif, mais c'est plus un chiffre facile à manipuler. Si vous avez 10 000 euros de matériel à investir, ce qui est vraiment énorme, hein. Je ne dis pas du tout que c'est une norme, c'est un chiffre énorme, mais c'est en guise d'exemple. Pour moi, ça ne serait pas judicieux d'investir, par exemple, 9 000 euros dans une caméra et de garder 1 000 euros pour un micro, pour un trépied, etc. Voilà, mais de réussir en fonction de tout ce que je vais vous dire, de tous les articles que je vais vous dire qui sont potentiellement importants pour vous lancer, de réussir à voilà, répartir un peu les coûts de façon logique et cohérente pour que globalement, tout votre matériel soit d'une gamme plus ou moins équivalente. Alors après, évidemment, il peut y avoir du matériel plus ou moins de meilleure qualité. Ça, c'est un choix. Mais globalement, ça va être important d'avoir évidemment tout un matériel d'une gamme à peu près similaire. Donc le premier objet et le plus important, vous vous en doutez, c'est votre caméra, évidemment. Donc comment la choisir ? En fait, ça va dépendre de votre usage. Quel type de vidéo vous voulez faire ? Est-ce que c'est plutôt des vidéos qui nécessitent du ralenti ? Est-ce que c'est des vidéos qui nécessitent, je ne sais pas, de partir par exemple plusieurs jours dans des conditions complexes ? Donc, ce qui fait qu'il faut peut-être que le matériel soit tropicalisé, c'est-à-dire qu'il soit résistant à l'eau, à l'humidité, etc. Que la tenue de batterie soit bonne. Enfin voilà, c'est tous ces critères que vous devez lister en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, et pas forcément de ce qu'on vous propose, mais de vous dire, voilà, j'ai une vision sur le long terme de peut-être faire des vidéos de sport, de peut-être faire du documentaire, de peut-être faire du cinéma, je ne sais pas, mais de vous dire du coup, en fonction de ça, en fonction de vraiment mon objectif final, je vais adapter le matériel que je choisis en fonction de ça. Donc après, évidemment, il y a quelques critères à respecter. Aujourd'hui, je pense que c'est essentiel d'avoir une caméra qui tourne en 4K. Ça fait partie vraiment de la base. Mais aujourd'hui, la plupart des caméras qui sont sorties depuis ces 3, 4, même 5 dernières années offrent toute cette possibilité-là. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas quelle marque de caméra choisir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a tellement, Sony, Canon, Nikon, etc., que on ne sait pas trop laquelle choisir en fonction de ses besoins. Donc, si tu veux, dans le prochain podcast, je vais t'expliquer comment choisir la bonne marque de caméra. Et en fonction de tes besoins aussi, peut-être que ça va être intéressant d'avoir peut-être plusieurs caméras. Je sais que, par exemple, si tu fais du mariage, en mesure de sécurité vis-à-vis du client, c'est hyper important d'avoir une deuxième caméra à disposition. Alors qui ne va pas forcément être de la même gamme ou de la même qualité que ta première caméra, celle que tu utilises tout le temps, mais en fait d'avoir quand même une caméra de secours. Parce que imagine que, si on prend l'exemple du mariage, mais c'est valable pour d'autres types d'événements ou des choses en ce genre, imagine dès le matin par exemple tu as un problème avec ta caméra, elle ne marche pas, ou alors pire tu l'as fait tomber, ou alors n'importe quel problème, comment tu fais pour la suite, tu vois. Et le problème, c'est que si t'as pas de deuxième caméra, comment tu justifies auprès de ton client de lui dire, écoute, j'ai pas pu filmer ta journée de mariage, j'ai pas pu filmer ton événement parce que j'avais pas de caméra, quoi. Le problème avec ça, c'est que chaque événement ne se passe qu'une fois, et donc si tu le rates, je te laisse imaginer la mauvaise pub que ça peut être. Donc en fonction de ton domaine et en fonction de toi aussi, de comment tu es, est-ce que tu es quelqu'un qui fait extrêmement attention à son matériel ? Est-ce que tu es très précautionneux quand tu le manipules, etc. Ou à l'inverse, est-ce que tu sais que tu es quelqu'un qui fait pas toujours attention à tout, qui laisse facilement tomber son téléphone, donc potentiellement sa caméra, qui peut facilement casser des choses ? Peut-être que là, c'est bien effectivement d'avoir une deuxième caméra. Donc peut-être de mettre un moins gros budget dans ta caméra principale, mais de te garder quand même cette sécurité d'avoir une deuxième caméra. Et en plus, si tu fais typiquement du contenu interview, face caméra, alors plus pour des entreprises ou même pour un documentaire, etc., d'avoir 2 caméras, comme je suis en train de le faire là, tu vois, ça te permet d'avoir 2 points de vue différents et de donner vraiment beaucoup plus de dynamisme et un côté encore plus professionnel à ta vidéo.
Donc ça peut être un vrai plus pour tes clients de pouvoir leur proposer sur chaque vidéo le fait qu'il y ait ces 2 caméras, qui est vraiment pour moi une grosse plus-value. Donc après, évidemment, à toi de réfléchir si tu préfères mettre toute ton enveloppe de budget sur une caméra ou te dire, ok, je préfère peut-être jouer le côté safe et faire 50-50. Et après, enfin 50-50 ou 70-30. Et ce que tu peux faire, et ce que moi j'ai décidé de faire aussi, c'est de prendre vraiment une caméra principale, donc qui est celle-là, donc qui est une Sony FX30, donc qui elle est vraiment orientée vidéo, et qui en photo, c'est pas du tout le but de cette caméra, donc qui va pas forcément être très performant, et d'avoir une autre caméra qui est celle-ci, qui est un Fuji X-T3 que je vais plus utiliser pour de la photo, qui est beaucoup plus performante en fait. Donc comme ça me permet d'avoir un boîtier vraiment vidéo et un boîtier photo. Donc même si l'idéal dans tout ça est d'avoir la même marque des 2 caméras, ce qui te permet ensuite d'avoir que ça beaucoup plus pratique, notamment en montage, parce que voilà, c'est les mêmes profils d'image, c'est la même dynamique de couleur, etc. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus facile, et en fait d'une marque à l'autre, il peut y avoir certaines différences dans la netteté, dans la saturation, dans la science des couleurs, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu chiant à modifier. Moi je sais que ça se fait vraiment bien sur ces 2 marques, donc c'est parfait, mais c'est quelque chose à penser aussi. Voilà. Donc après, le deuxième objet qui doit remplir ton sac pour devenir vidéaste, ça va être évidemment un objectif, plutôt des objectifs, toujours dans cette même logique. Premièrement, de sécurité, de se dire voilà, si j'ai un problème avec un objectif, si je le fais tomber, s'il est rayé, s'il y a quoi que ce soit, j'ai quand même un deuxième objectif en sécurité si jamais il y a quoi que ce soit. Donc là, tu t'assures quand même auprès de ton client ou de ton projet ou de quoi que ce soit d'avoir une situation de secours si jamais. Après, évidemment, sur le point de vue esthétique, qualitatif, pour avoir des rendus qui soient vraiment différents. Donc pour ça, je te conseille d'avoir 2 objectifs. Pour moi, c'est vraiment le minimum. Et en fait, tu te rends compte que sur cette plage focale-là, tu vas avoir besoin que 2 objectifs, et que généralement, en avoir un troisième, c'est évidemment bien, mais que ça va plus être un petit peu du luxe, justement, donc ce qui ne rentre pas dans le starter pack, et qui ne va pas être forcément très intéressant. Mais donc pour moi, c'est important d'avoir un grand angle pour te permettre de faire tout ce qui va être prise de vue en intérieur, dans des locaux, etc., ou même pour faire de l'immobilier potentiellement, ou alors même tout simplement du vlog, ce qui va être beaucoup plus pratique. Donc après, voilà, à toi de choisir en fonction surtout du capteur de ta caméra, enfin de la taille du capteur de ta caméra. Mais voilà, ça serait globalement entre 15 et 25 mm à peu près. Et d'avoir un deuxième objectif, donc là, qui soit vraiment une plage dynamique peut-être plus étendue, comme un 17-70 par exemple, ou un 24-70. On entend beaucoup parler des 24-70, mais en fait ça couvre vraiment la plage focale parfaite. Et en fait, grâce à cet objectif-là uniquement, qui va être plus ou moins un 24-70, en fait c'est l'objectif qui va rester monté sur ta caméra en permanence, parce que c'est globalement, ça couvre tout en fait. Si tu veux faire du portrait, si tu veux faire de l'interview, du plan large comme ça, c'est parfait. Donc en fait c'est vraiment l'objectif que tu vas utiliser à 100%, quasiment tout le temps. Mais voilà, plus en mesure de sécurité, je te conseille d'avoir un deuxième quand même, en termes de confort, c'est important. Ou alors tu peux faire autrement, comme par exemple choisir une focale fixe d'objectifs vintage par exemple, qui coûte vraiment pas cher. Si vraiment financièrement c'est compliqué, tu peux trouver des objectifs de fou entre 50 et 100 euros, quoi. Donc après évidemment ils sont full manuel, ils n'ont pas de stabilisation, etc. Mais ne serait-ce que ça peut te sauver la vie. Enfin, sauver la vie, non. Enfin, clairement pas te sauver la vie parce que c'est un objectif, mais ça peut te sauver un tournage. Et ça, c'est pas à mettre de côté. Donc le troisième objet, ça va être un micro. Alors je pense que le mieux, c'est d'avoir 2 types de micros. Le plus important, ça va être quand même d'avoir un micro canon, en fait, que tu vas mettre sur ta caméra et qui va être là en permanence, qui va enregistrer du son vraiment à chaque fois que ta caméra tourne, en tout cas, pour te permettre de capter vraiment tous les sons d'ambiance. Et même, pourquoi pas, si ton micro est performant, de réussir à capter quelques interviews avec, s'il n'y a pas trop de bruit derrière, etc. C'est possible. Alors, c'est pas le mieux, mais ça te permet quand même d'avoir du son de qualité.
Donc ça, c'est vraiment la base. Et après, effectivement, si tu fais un petit peu des interviews, c'est bien d'avoir des micro-cravates. Donc pour ça, soit tu peux avoir des micros HF, donc des micros sans fil, que tu peux utiliser comme ça. T'en trouves globalement à tous les prix. Après, voilà, il faut être conscient que si tu en achètes des pas chers, tu rencontres quelques problèmes qui ne sont pas forcément la qualité, parce que globalement, tu trouves des micros pas chers de bonne qualité. Le souci principal, c'est sur justement ce côté sans fil et sur la captation qui fait que des fois, tu as des micro-coupures ou tu as des choses qui font que le son n'est pas exploitable. Et ce qui fait que ta piste son, du coup, est inutilisable parce que vu que tu l'as utilisé sur ta caméra, tu n'as pas d'autres pistes son. Donc ça peut être très dangereux. Ou alors la méthode qui peut être la plus simple, c'est d'acheter juste un micro cravate, un micro lavalier, un Rode typiquement, qui a une très très bonne qualité sonore, et après d'avoir un fil jusqu'à ta caméra, ce qui fait que la personne est reliée en fait directement à la caméra, donc ce qui peut être assez dangereux s'il bouge, s'il se lève, s'il tire dessus, etc. Parce que forcément on est directement connecté avec la caméra, donc il faut faire attention, mais ça peut être une bonne alternative pour capter vraiment un super son et avoir une très bonne qualité sonore. Alors le quatrième outil, alors pour le coup, j'ai hésité à le mettre dans le starter pack parce que je pense qu'on peut s'en passer, mais c'est quand même un super outil. Alors cet outil-là, c'est le stabilisateur. Alors pour ma part, je l'utilise pas souvent, mais je dois avouer qu'il y a un tel confort à l'utilisation, et en fait c'est tellement kiffant à utiliser, et le rendu final est tellement incroyable que c'est un peu pour ça que je l'ai mis dans les listes. Surtout au début, où en fait ça va vraiment... en fait on va être sûr de réussir le plan grâce à ça. Donc l'inconvénient, c'est que ça va prendre de la place, c'est assez lourd à emmener, à manipuler, etc. Donc ça fait quelque chose en plus à emmener. Et en plus, quand on n'a pas l'habitude, ça demande un petit peu de réglage, d'équilibrage, etc. Donc quand on a pris la main, qu'on a l'habitude, c'est très facile, ça se fait très rapidement, il n'y a aucun problème. Mais au début, ça peut être assez complexe. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on rajoute quelque chose sur la caméra, qu'on change un objectif, etc., il faut le rééquilibrer. Donc ça demande quand même une petite technique, un petit temps d'adaptation, auquel il faut passer du temps à apprendre à faire ça, justement. Mais je l'ai quand même mis dans ce top parce que c'est un accessoire que tu peux trouver assez facilement sur le bon coin, typiquement en seconde main, pour pas très cher. Je sais que moi, mon premier stabilisateur, qui était un Ronin SC, j'avais eu une bonne occasion, mais je l'avais acheté 100 €, quoi. Et il était littéralement neuf. Enfin, il était encore sous blister, etc. Donc voilà, pour 100 €, ça reste quand même pas un gros investissement, et je l'ai utilisé énormément. Et voilà, ça te donne quand même un rendu qui est incroyable si tu fais des plans vraiment dans des situations qui bougent, que ce soit en voiture ou même en mariage aussi, c'est vraiment trop bien. Donc c'est clairement pour moi un must-have à avoir dans ton petit sac. Donc le cinquième objet, c'est un filtre ND. Je t'en parle beaucoup, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment l'objet le plus important. C'est peut-être celui qui coûte le moins cher, plus ou moins, mais qui va vraiment changer le rendu de ta vidéo, qui va te permettre de pouvoir filmer en log dehors, en plein soleil, dans des conditions un petit peu compliquées. Et donc voilà, qui va vraiment améliorer la qualité de ton contenu. Et pareil, t'en trouves à tous les prix. Donc après, voilà, t'en trouves de toutes les qualités, etc. Faut faire attention à quelques petites choses, avoir conscience que voilà, la plupart des filtres relativement bas de gamme sont relativement teintés, et donc ont un peu des dominantes bleues, des dominantes vertes et rouges, donc ce qui peut être un problème et en même temps donner un style à tes vidéos. Donc voilà, encore à toi de bien étudier ce que tu... Donc encore une fois, voilà, à toi de bien étudier ce que tu achètes, mais potentiellement ça peut ne pas être un problème s'il y a une petite teinte ou si ça tire vers les bleus, vers les verts, parce que ça peut donner en fait un look cool à ton image. Il faut juste savoir où tu mets les pieds et avoir conscience de ça.
Et petit tips aussi avec ce filtre ND, je te conseille d'acheter des bacs d'adaptation, donc d'acheter en fait le filtre qui va être le plus gros possible, et comme ça tu vas pouvoir l'utiliser sur tous tes objectifs en fait. Ça va te permettre d'éviter d'en acheter plusieurs et de galérer à chaque fois à trouver le bon objectif, enfin le bon filtre pour le bon objectif. Ça va vraiment te faire gagner beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Donc le 6e objet, c'est un trépied, donc ça va être obligatoire et essentiel si tu fais de l'interview pour poser ta caméra tout simplement. Donc pour ça tu peux opter pour différents types de pieds. Alors soit tu as vraiment les pieds de base qui coûtent une vingtaine d'euros qui peuvent être pratiques mais plus pour te sauver la vie en fait que vraiment à l'utilisation. Parce que le problème de ces pieds, ça va être que la construction est assez médiocre. Généralement, c'est que du plastique, donc tout ce qui est vis de serrage et tout, ça visse mal déjà. Et tu as le gros facteur que ça casse. Et quand ça casse, c'est pas très cool. Et généralement, c'est des pieds très très légers. Ce qui fait que c'est super du coup pour les emmener un petit peu partout parce que ça en fait un trépied super pratique. Mais par contre, c'est tellement léger que si tu es en extérieur, par exemple, il suffit qu'il y ait un coup de vent ou n'importe, et en fait, ça va emmener ta caméra. Donc ça, c'est un gros problème. Et après, si tu fais plus de la vidéo d'action ou de la vidéo en mouvement, ça peut être cool d'avoir une tête fluide. Donc tu peux l'acheter même séparément en fait de ton trépied. Mais ça va vraiment te permettre de pouvoir faire des mouvements de panne ou de tilt très doux, très smooth. Et ça va vraiment avoir un bon rendu sur tes vidéos. Alors pour le coup, personnellement, je l'ai très très peu utilisé dans des vidéos pour mes clients. Vraiment, l'utilisation du trépied, c'était uniquement pour de l'interview. Sinon, voilà, je préfère, quitte à faire du mouvement, je préfère faire du mouvement à la main ou alors même avec le stabilisateur, parce que du coup, on rajoute un mouvement en plus qui est de se déplacer dans l'espace et pas uniquement en latéral ou en horizontal. Donc voilà. Mais ça reste quand même un objet qui est essentiel et obligatoire à avoir dans ton sac. Donc le 7e objet, ça va être des batteries supplémentaires pour ta caméra. Donc ça, c'est vraiment des objets qui coûtent pas très cher. Tu peux en trouver assez facilement sur Amazon. Donc t'es pas forcément obligé de prendre la marque de ta caméra. Tu peux prendre, alors il y en a plein qui en font, mais des Neewer, Smallery, etc., qui coûtent un petit peu moins cher, qui sont, pour les avoir testés, je vois pas trop la différence avec les Sony ou les Fuji pour ma part, vu que c'est les marques que j'utilise. Je vois pas trop de différence en termes de performance, en temps de charge et tout. C'est à peu près pareil, donc après, à voir sur la durée de vie peut-être, mais même là, j'ai pas vu de différence vraiment notable entre les marques du constructeur et ces autres marques-là. Donc vraiment, voilà, n'hésite pas. Surtout si tu fais des tournages qui durent longtemps, c'est quand même vraiment bien d'avoir au moins 4 batteries, je pense, d'en avoir vraiment d'avance. Et après, ce que tu peux même faire, petit bonus du coup, mais d'acheter une batterie externe, pareil, ça coûte pas très cher non plus, que tu vas glisser en permanence dans ton sac et en fait qui va te permettre de pouvoir recharger directement tes batteries dans ton sac. Donc si tu es amené à bouger pendant la journée, etc., ou tu es dans un endroit où il n'y a pas d'électricité tout simplement, ça te permet en fait de dire que tu as une batterie de vide, de directement sortir ton chargeur, clac, la mettre, et après de refoutre ça dans ton sac. Et toi, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu filmes, tu as ta caméra qui est en train, enfin tu as ta batterie pardon, qui est en train de se recharger en même temps. Ou alors tu peux même brancher tout simplement ta batterie externe en direct sur ta caméra, et ce qui fait que du coup là ta caméra est vraiment alimentée en continu, ce qui est juste un petit peu embêtant parce que en fonction de ton dispositif, si ta batterie est assez grosse, tu l'as dans le sac, donc ce qui fait que tu es obligé de l'avoir sur toi et qu'il y a un fil qui traîne en permanence, mais ça peut marcher aussi, ça peut être une idée. Donc le 8e objet, ça va être les cartes SD. Donc pareil, pour ne pas te retrouver la situation de je peux pas filmer, j'ai plus de place, ça va être important d'avoir déjà suffisamment de cartes SD, donc suffisamment de gigas, et en même temps des cartes SD de qualité. Donc ça peut coûter assez cher, et c'est pas le genre de truc où on a forcément envie de mettre beaucoup d'argent, parce que c'est un peu relou de mettre beaucoup d'argent dans du stockage, mais pour autant ça va vachement jouer sur la qualité de ta vidéo en fait, parce que si tu prends des cartes qui sont pas assez rapides, en fait tu vas avoir une super caméra qui fait une super qualité, mais derrière elle va pas être capable de la retranscrire
sur ta carte SD, donc ce qui serait vraiment dommage. Donc ça pareil sur tous les sites des constructeurs, et en fonction des caméras, bah, tu as des recommandations de cartes SD. Donc en fait là tu vois vraiment tous les critères qui vont t'aider à choisir quelle carte SD acheter. Donc, comme ça tu es sûr vraiment d'avoir aucun souci et d'avoir la meilleure qualité possible avec ta caméra. Donc pareil, par rapport à ça, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont préférer avoir beaucoup de cartes SD, mais avec une petite capacité. En fait, ce qui va t'obliger à régulièrement sortir ta carte SD, donc penser à faire tes backups, etc. Et de cette manière, t'assurer d'avoir tout. Et en même temps, si jamais tu as un problème avec une carte SD, si, je sais pas, par exemple, ton appareil prend l'eau, etc., bah en fait, si ta carte SD est vraiment morte, bah ça va impacter qu'une petite partie du fichier, parce que forcément, ça sera peu de données. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que tu vas te retrouver à avoir peut-être 5-6 cartes SD à gérer, donc potentiellement avoir plus de chances de les perdre. Donc ça peut être un souci. Il existe des petites boîtes de rangement qui sont assez pratiques, où tu peux mettre vraiment... déjà qui protègent très bien tes cartes SD et qui te permettent de vraiment pouvoir les hiérarchiser et les ranger comme tu veux. Donc ça peut être bien. Ou sinon, c'est d'avoir des cartes SD beaucoup plus grosses, de 256 Go ou même plus. Mais forcément, là, bah, tu vas avoir tendance à moins faire tes backups, parce que tu vas partir du principe que voilà, tu as tout le temps beaucoup de stockage. Donc bah, inconsciemment, tu vas moins le faire. En fait, tu auras un petit peu la flemme. Mais voilà, tu vas pouvoir filmer beaucoup plus. Mais d'un côté, si effectivement, tu as un problème avec ta carte SD, bah, là, potentiellement, tu perds tous tes rushs. Donc là, c'est vraiment pas cool. Donc le 9e objet qui va être indispensable aussi, bah, ça va être ton ordinateur, tout simplement, parce que effectivement, globalement, on en a tous un, mais ce qu'on peut avoir tendance à oublier au début, c'est que bah, en fait, il faut vraiment un très bon ordi pour la vidéo, parce que sinon, ça va être très compliqué pour faire ton montage, et tu vas t'arracher les cheveux, et tu vas péter un câble, parce que c'est hyper rageant pour le coup. Donc ça c'est pareil, ça va être hyper important au début d'investir dans un bon ordinateur qui va avoir des bonnes capacités en montage, surtout en montage vidéo. Donc voilà, c'est pas à négliger non plus. Ça reste un gros poste de dépense aussi, même si évidemment tu vas pouvoir l'utiliser bah, pour tout le reste de ton travail, évidemment, mais voilà, faut vraiment, pour moi en tout cas dès le début, mettre un petit peu le billet là-dessus, pour être sûr que bah, tu vas pas trop galérer pendant tes montages, que ça va pas te faire péter un câble, que ça va pas mettre 1000 ans à exporter, etc. Parce que ça peut très vite devenir un enfer, réellement. Je sais de quoi je parle. J'ai commencé avec un ordi qui était théoriquement bien, mais où c'était très compliqué. Et où pour faire des exports de vidéos de mariage, ça mettait plusieurs heures, si ce n'est plusieurs jours. Donc assez compliqué pour faire des nouvelles versions à chaque fois. Enfin bref, c'était un enfer. Donc le jour où j'ai acheté un ordinateur de meilleure qualité, en l'occurrence un Mac, ça m'a littéralement changé la vie. Genre, j'ai gagné tellement de temps et tellement de plaisir en fait à créer mes vidéos, parce que bah il n'y a pas de bug quoi, donc ça va hyper vite, t'exportes super rapidement, tu peux le partager sur les réseaux rapidement, donc ça te change clairement la vie. Donc la 10e chose indispensable qui doit aller dans ton sac de vidéo, bah, c'est du stockage. Bah, ça c'est hyper important. Donc il y a plusieurs types de stockage. Déjà, ce qui va être le plus important, c'est d'avoir pas forcément une grosse capacité, mais un disque dur SSD sur lequel tu vas vraiment travailler. Donc là, ça peut être sur 1 Tera par exemple. Donc ça va vraiment être les projets sur lesquels tu es en train d'avancer, en train de travailler. Donc comme ça, tu vas pouvoir monter directement dessus. Et ensuite, une fois que tu auras fini, une fois que tu auras terminé ton projet, que tu l'auras rendu, que tu auras exporté, etc., que tu vas plus vraiment avoir à l'utiliser, tu peux le mettre sur un disque dur, alors plus classique, sur un disque dur HDD, donc qui coûte vraiment beaucoup moins cher. Et donc là, ça va te permettre de le stocker pendant quelques mois, quelques années, enfin le temps que tu veux, et le temps que tu auras défini aussi avec ton client. Mais ça te permet d'avoir ce backup-là que tu laisses chez toi, qui sort jamais de chez toi, qui est vraiment ta petite mine d'or auquel personne ne s'approche à moins de 5 mètres avec un café. Et du coup, voilà. Et après, une autre alternative, c'est de mettre
toutes tes données sur un cloud, ce qui te permet de vraiment t'assurer, si jamais tu as un problème, voilà, si tu as ta maison qui brûle par exemple, de pouvoir récupérer tes données. Et ce qui est quand même très important, parce qu'il y a quand même beaucoup de clients, malgré qu'on leur dise tu enregistres bien le film, parce que moi je supprime tout au bout de tant de temps, donc vraiment fais-le. Bah, personne ne le fait en fait, donc pas personne, mais voilà, faut se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de clients qui reviennent quelques semaines ou quelques mois après en nous disant tu peux me renvoyer la vidéo s'il te plaît. Donc là, si on l'a plus, ça peut être un petit peu gênant, même si effectivement on avait prévenu avant, mais voilà. Donc maintenant, le 11e outil que tu ne vas pas vraiment avoir dans ton sac parce que ce n'est pas vraiment matériel, ça va être ton logiciel de montage. Alors, je te le cite là parce que la plupart des logiciels sont payants. Ça reste un poste de dépense quand même qui peut être important en fonction de chez qui, avec qui tu travailles, sans citer de marque évidemment, mais voilà, ça peut représenter un investissement. Donc pour moi, ça fait vraiment partie du starter pack parce que ça représente quand même son coût tous les mois en fonction des abonnements que tu prends évidemment et de tout ce que tu prends, mais voilà, faut pas l'oublier. Donc maintenant, la 12e ressource aussi qui va être hyper importante et qui est un peu dans cette même logique du montage justement, ça va être toutes les plateformes qui vont t'aider à réaliser ton montage. Donc par là, j'entends pour la musique, donc pour réussir à trouver des musiques libres de droit par exemple, pour réussir à trouver des effets, des templates, des images de stock, etc. Parce que en fait ça va être quasiment obligatoire, j'ai envie de dire, si tu veux te simplifier la vie et vraiment gagner du temps. Ce que je te conseille à faire plutôt que essayer de trouver un peu sur YouTube ou de fouiller un peu sur Internet et parce que tu vas vraiment perdre du temps et surtout généralement c'est pas qualitatif. Donc si je peux te donner un conseil, ça serait vraiment d'investir dans une plateforme. Par exemple pour ma part c'est Motion Array. Donc alors ça représente quand même un gros coût par an, mais en fait ça t'assure d'avoir déjà des contenus préétablis de qualité, donc où tu vas beaucoup gagner de temps, et où tu sais que dès que tu auras à faire une vidéo, tu te rends sur ce site où globalement il y a tout, donc tu vas pas te perdre à chercher à droite à gauche, que tu trouves toujours ce que tu as envie, que c'est très souvent de qualité. Donc tu vas vraiment gagner beaucoup de temps et c'est un vrai confort pour toi pendant ton montage. Donc c'est quelque chose à vraiment pas négliger. Donc il y a maintenant le 13e objet, ça va être la lumière maintenant. Parce que du coup on a vu la caméra, on a vu le son et maintenant la lumière. Le triptyque. Donc pareil, ça va être hyper important si tu veux faire plus des formats interview ou en fait même globalement absolument tout. Si tu veux faire du packshot, si tu veux faire un peu tout et n'importe quoi, ça va être essentiel de réussir à trouver un panneau LED. Donc pareil, il y en a un petit peu à tous les prix, toutes les tailles aussi. Mais ce qui va être hyper important pour moi, c'est évidemment d'investir dans un panneau LED, mais aussi d'investir dans une softbox parce que ça va grandement changer la qualité de ta lumière. Et ça va être vraiment hyper important que tu investisses aussi là-dedans. Donc après, voilà, en fonction de tes besoins, en fonction de ton budget, tu vas pouvoir choisir un petit peu la lumière qui te correspond. Et après, un objet bonus, celui-là, j'ai hésité à le mettre parce que aujourd'hui, ça reste quand même hyper important. Mais pour moi, c'était plus un petit peu du luxe. C'est pas forcément quelque chose qu'on utilise souvent, mais qui peut être un super accessoire pour se démarquer de ses concurrents déjà et pour apporter encore plus de valeur à son ou à ses clients. Ça serait en fait d'avoir un drone. Alors je pense notamment à la gamme Mini de chez DJI qui permet d'avoir vraiment des drones qui sont d'une super bonne qualité, qui sont super faciles à apprendre à piloter et où derrière il y a quand même peu de législation, ce qui nous fait que globalement on peut voler partout, entre grandes guillemets, mais du coup voilà, ce qui fait que ça prend pas de place dans le sac et puis ça reste malgré tout pas très cher par rapport à la valeur que ça va apporter dans ta vidéo qui va clairement être décuplée. Donc voilà pour moi un peu tous les outils, toutes les choses qui vont devoir garnir ton sac photo.
et je me rends compte que j'ai oublié un truc, c'est le sac photo aussi, tout simplement, parce que c'est super important. Bon, je le rajoute un peu au feeling comme ça, mais du coup le 14e, le sac photo, ouais, ça va être hyper important déjà pour garantir la sécurité de ton matériel, pour te faire gagner du temps aussi, parce que en fait c'est blindé de petites poches, donc tu vas pouvoir ranger un petit peu tout comme ça te plaît, et donc être hyper efficace pour les moments qui vont être un peu plus run and gun. Et pareil, aux yeux du client, tu vas paraître beaucoup plus sérieux, beaucoup plus investi que si tu as un sac de sport par exemple ou un sac Eastpak. C'est bête, mais ça reste quand même hyper important ce que ton client voit, et ouais, ça reste hyper important. Et après pareil, même en termes de confort, si c'est un sac que tu vas être amené à porter plusieurs heures pour faire de la marche par exemple, si tu fais un documentaire, là ça va être important d'avoir un sac qui est adapté à ce que tu veux faire. Donc voilà, le petit 14e petite surprise. Donc en fait, mon conseil à travers tout ça, ça va être de t'adapter à tes besoins. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire ? Quel type de vidéo tu as envie de faire ? Et surtout de t'adapter graduellement. Donc pour moi, ce qui va être très important, c'est d'y aller étape par étape, d'acheter son matériel vraiment au fur et à mesure. Donc c'est le conseil que j'ai fait et qui je trouve a vraiment porté ses fruits. C'est vraiment de commencer avec vraiment le strict minimum, qui est en fait juste ta caméra, un objectif et un micro. Et en fait, à partir de là, tu peux tout filmer en fait. Tu peux faire n'importe quel projet juste avec ça. Alors évidemment, ça pourrait être mieux, mais peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire uniquement avec ça. Et en fait, où tout le reste va améliorer la qualité, va te permettre de faire quelque chose de plus poussé, de plus professionnel, mais ça va être du plus en fait. Pour moi, le plus important, c'est vraiment ce triptyque de caméra, objectif et micro. Et en fait, si tu commences uniquement avec ça, déjà, tu vas devoir te creuser les méninges pour réussir à faire autrement, à apprendre à bien utiliser ta caméra, à faire des beaux mouvements, à être créatif autrement. Et ça va vraiment te permettre de pouvoir acheter au fur et à mesure. Peut-être qu'on va te proposer de faire des interviews. Là, effectivement, ça peut être judicieux d'acheter un trépied. Mais voilà, tu l'achètes vraiment au besoin et tu fais étape par étape. Et je pense que le fait de tout acheter au début, c'est pas la meilleure idée parce que tu sais pas exactement ce dont tu as besoin. Donc potentiellement, oui, tu vas avoir besoin de tout. Mais est-ce que c'est forcément intéressant d'acheter un stabilisateur, par exemple, si tu l'utilises une fois par an ? Personnellement, je suis pas sûr. Surtout au début où tu n'as pas forcément énormément d'argent à mettre là-dedans, où tu préfères le mettre dans autre chose, et ça serait typiquement plus judicieux de le mettre, je sais pas, dans une formation, dans un accompagnement ou dans quelque chose comme ça, que dans un accessoire que tu vas utiliser une fois par an. Mais encore une fois, si tu as la capacité de le faire, si tu as déjà un billet de côté à mettre dedans, fais-le, hein. Franchement, profites-en et fonce. Mais je pense qu'y aller étape par étape, ça t'oblige vraiment à avoir besoin de ce matériel pour progresser, pour faire du meilleur contenu, pour faire une meilleure vidéo. Et donc là, tu sais que tu l'achètes pas pour rien en fait, parce que tu l'achètes parce que tu en as besoin. Et ça, c'est super important. Et dans cette logique-là, ça va être de réinvestir tout ce que tu gagnes, tout ce que tu as gagné dans du nouveau matériel. Donc voilà, admettons que tu as réussi à signer une vidéo à 500 €. Et tu vas garder évidemment une partie pour toi pour te rémunérer pour ta vie de tous les jours. Mais tu vas dire, tiens, je vais mettre peut-être 50 € dans un nouveau micro ou 50 € dans un pied de caméra que j'ai pas. Et de cette manière, investir vraiment en fonction de ce que tu gagnes à chaque fois, et que ce soit pas d'une certaine manière de l'argent personnel, mais que ce soit vraiment de l'argent que tu as gagné en plus grâce à la vidéo. Et ça va être hyper important pour te créer un capital de matériel qui va grandir au fur et à mesure et qui va grandir en fait en même temps que toi, en même temps que ton expérience et en même temps que tes projets. Et écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Une fois de plus, j'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a intéressé. Donc je te le redis maintenant, mais voilà, si tu veux un petit peu un récapitulatif de tout ça, de manière peut-être plus claire, plus succincte, et surtout sur un seul document, sur une mind map, écoute, je t'invite à la télécharger juste en dessous, tu la recevras directement dans ta boîte mail. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, j'espère avoir pu t'aider, et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.
Salut!